Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler de la peur de la maladie et plus particulièrement de la peur de vomir. Alors, pourquoi la peur de vomir? Parce que déjà, c'est une phobie qui est plus répandue qu'on ne le croit et les personnes n'osent pas en parler. Elle est un peu considérée comme une phobie honteuse, dans le sens où pas grand monde ne peut la comprendre. D'ailleurs, pour ceux qui sont hémétophobes, vous avez certainement remarqué que les personnes vous disent « Mais il n'y a pas de quoi avoir peur, c'est rien du tout ». Mais n'importe quel phobique vous dira que sa phobie est la pire au monde, la plus terrifiante, et c'est normal. Cependant, l'hémétophobie est une des phobies les plus complexes et les plus difficiles à éradiquer. Elle est également une des phobies les plus difficiles à vivre. Alors avant de démarrer sur cette peur, on va déjà commencer par aborder la peur de la maladie au sens large. Alors, la peur de la maladie est la plupart du temps reliée à une mémoire traumatique, qu'il s'agisse d'une vie autre ou alors de notre vie actuelle. Généralement, dans notre ADN sont encodées ces mémoires. Voilà, tant qu'on ne coupe pas l'accès et qu'on ne se libère pas de cette emprise interactive, eh bien, on y est encore soumis. Voilà, c'est un programme dans notre ADN finalement qu'il faut désactiver. Alors, cela peut arriver que la personne arrive à désactiver seule ce programme sans aucune aide, dans le sens où finalement elle se reprogramme elle-même pour se libérer de tout ça. Elle pose sa volonté, elle met l'énergie en place pour pouvoir se libérer de tout cela. Mais ce n'est malheureusement pas toujours aussi simple. Il faut parfois et bien souvent se faire accompagner pour aller mettre le doigt sur la problématique originelle. Parce que, comme je le disais dans une précédente causerie de mémoire, on n'a pas la perspective suffisante par rapport à nous-mêmes pour aller mettre le doigt sur ce qui pêche. Voilà, donc parfois il est tout à fait opportun qu'une personne extérieure qui a plus de perspective nous aide justement à voir la problématique. Parce qu'au lieu de voir un point du tableau, elle va voir le tableau en entier. Et c'est souvent ça qui nous manque par rapport à nous-mêmes. Alors au-delà, les amis, des mémoires traumatiques à désactiver et desquelles on doit se déconnecter pour s'en sortir, devant la peur de la maladie ou devant toute peur ou phobie, j'ai même envie de dire toute crise d'angoisse, tout est relié de toute façon. Donc là, on aborde un seul et même sujet, même si on dévie un petit peu sur autre chose. La première problématique, finalement, ça provient de notre intérieur, de ce qu'on fait avec ce qui nous arrive, avec nos pensées, nos paroles, notre façon de voir la situation. C'est ça l'origine de la problématique en principe. Voilà, si par exemple, vous ne vous sentez pas en contrôle face à une situation, vous ne vous sentez pas capable de vous en sortir seul et vous pensez que l'extérieur a une influence sur votre façon de gérer la situation, ben là déjà c'est la première cause avec laquelle vous allez vous mettre dans la peur, dans la phobie ou dans l'angoisse. Ensuite, si vous n'avez pas confiance en vous, que par exemple vous vous demandez quasi continuellement ce que vont penser les gens de vous, il y a un manque d'estime de soi qui fait que vous allez créer de l'anxiété autour de ce qu'on pense de vous. Donc ça va contribuer encore une fois à entretenir la peur ou l'angoisse, vous voyez. C'est valable pas que pour la maladie, c'est valable pour toutes les autres peurs finalement. Peur, phobie, angoisse, tout est relié quoi. Là c'est vrai qu'on se focalise sur la peur de la maladie et particulièrement la peur de vomir, mais c'est valable pour toutes les autres peurs, angoisse, phobie, oui, vraiment, je maintiens. Et donc évidemment, quand on ne se sent pas capable de gérer une situation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on essaye de tout contrôler pour essayer de gérer la situation. Et plus on va essayer de contrôler, plus on va se mettre en résistance face à l'événement, plus on risque de bloquer nos émotions puisqu'on ne les laisse pas vivre justement. Et la boucle est bouclée. Et c'est la plupart du temps comme ça qu'on se met dans des peurs, des angoisses, des phobies, des choses comme ça. On peut dire qu'on les entretient. On les crée et où on les entretient et où on en est prisonnier. On peut dire que c'est une boucle infernale. Alors à cela s'ajoutent la plupart du temps nos styles de pensée, celles que nous avons l'habitude de développer, d'entretenir encore une fois.
De quel style de pensée néfaste je parle? Eh bien, tout simplement des pensées négatives, des pensées obsessives, paranoïaques, qui amènent à penser tout blanc ou tout noir, qui amènent à être perfectionniste, ou encore hyper vigilant sur tout ce qui arrive autour de nous, qui amènent aussi des pensées catastrophistes. Voilà, tout cela, ça entretient finalement les peurs. Hein. On va employer le mot peur, mais ça regroupe peur, angoisse, phobie, hein, tout simplement. Hein. La peur. Parce que la phobie et l'angoisse sont des peurs extrêmes, finalement. Alors, prenons par exemple le cas d'une personne qui veut contrôler la situation parce qu'elle a peur de vomir. Alors, qu'est-ce qu'il va arriver? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Eh bien, elle surveille les dates de péremption, la fraîcheur et la qualité de ce qu'elle ingurgite, hein, que ce soit solide ou liquide. Elle utilise des antivomitifs. Elle en a toujours avec elle, en tout cas en cas de nausée. Elle prévoit le coup. Voyez. Après, elle peut aussi imposer de prendre des antiémétiques à sa famille proche pour éviter d'être confrontée à la situation, au cas où ce même entourage aurait des nausées, par exemple. Il peut s'agir aussi de fuir les personnes qui ont des symptômes de gastro, qui vomissent, qui ont la diarrhée. Voilà. Et encore, gastro, c'est un terme, encore une fois, très réducteur parce que quand on développe ce qu'on appelle une gastro-entérite, c'est bien souvent parce qu'on a quelque chose que le corps essaye d'extraire, de nettoyer. Et s'il a été vulnérable au virus, c'est parce que justement il y avait quelque chose en état de faiblesse à l'intérieur qui a permis de développer cette vulnérabilité face au virus en fait. Après, bon, ces personnes peuvent aussi très souvent se laver les mains. Elles peuvent effectuer des prières. Hein. Pour certaines, ça sera auprès des grégorastros pour être exaucées. D'autres, elles vont s'adresser à leur conscience, des prières pour éviter la situation. Ça peut aussi être, par exemple, d'éviter de dormir dans des lieux où les toilettes sont à proximité. Que ce soit en vacances, quand on est invité chez quelqu'un, voilà. Hein. Je pense que les hémétophobes vont se reconnaître dans ce type de situation. Ils peuvent également s'assurer de pouvoir sortir la nuit en cas de malaise. Parce que la nuit, c'est souvent là que les angoisses ressurgissent le plus souvent. Ces personnes-là peuvent aussi avoir envie de partir le plus rapidement possible quand éventuellement le ventre d'un proche gargouille. Au moment où la personne s'apprête à s'endormir, par exemple, et qu'on est à côté ou des choses comme ça, quoi. Voilà aussi, par exemple, pour les personnes qui ont des enfants, parfois elles peuvent aussi faire passer leurs enfants devant parce qu'à l'arrière, justement, ça déclenche des nausées. On peut aussi être sur le qui-vive lorsqu'on voit la lumière des toilettes s'allumer quand on est chez nous, que ce soit de jour ou de nuit. Hein. On peut être aussi attentif au moindre bruit, le soir ou la nuit dans la maison, pour identifier si ça correspond bien à quelqu'un qui se lève pour aller aux toilettes. Non, mais ça peut devenir une véritable obsession. Hein. Ça, je prends l'exemple de quelqu'un qui est hémétophobe, mais c'est vrai que pour toute personne qui a peur d'être malade, elle va être dans un même état de vigilance finalement, avec des réactions différentes, mais ça s'apparentera à une vigilance extrême, continuelle. Et donc au final, dans ces problématiques, on en revient à une histoire de croyance, encore une fois. Et là, il y a des croyances primaires et des croyances secondaires. Croyances secondaires qui sont engendrées bien souvent par les croyances primaires. C'est un mur de croyances tellement puissant que ça demande un travail assez long et fastidieux, la plupart du temps. Du coup, on pourrait résumer la chose ainsi, en fait. Quand on n'a pas confiance en sa capacité à gérer une situation, donc on ne se sent pas capable, on manque d'estime de nous-mêmes et on est inquiet par rapport à l'avis extérieur des autres personnes qui risquent de nous juger. Et bien là, on construit un mur de croyances, la plupart du temps, de croyances primaires très très gros. Voilà. Du coup, les croyances secondaires, celles qui sont moins importantes, peuvent être actionnées justement par ces croyances primaires. Pas obligatoirement, mais bien souvent c'est relié. Hein. Du coup, derrière, il découle d'autres croyances limitantes par-dessus ce mur solide. Du coup, on pourrait résumer ce schéma délétère comme suit finalement. On a un sens de contrôle de nous-mêmes
faible finalement, donc on ne se sent pas capable de gérer une situation, qu'est-ce que ça engendre? Un fort désir de contrôle justement. Quand on n'arrive pas à contrôler quelque chose, eh bien justement on redouble d'efforts pour essayer de le contrôler, puisqu'on ne se sent pas capable de le gérer. Qu'est-ce qui est engendré derrière? Eh bien des styles de pensée néfastes, comme on a vu tout à l'heure, pensées négatives, etc. Qu'est-ce que ça engendre? Je vous le donne en mille. Des croyances limitatives primaires, bien sûr, les plus puissantes. Et on ne se sent pas compétent, on se sent impuissant. Et qu'est-ce que ça engendre? Des obsessions, des phobies, des peurs, des angoisses. Et la boucle, elle est bouclée. Alors du coup, quelles sont les solutions, les amis? Parce que là, on s'intéresse simplement à la mise en place d'actions qui sont dans le plan matériel finalement. Pour ce qui est des mémoires reliées à d'autres vies ou à cette vie-ci, ça sera l'objet d'une autre capsule. Là, on s'intéresse vraiment à du concret, ce qu'on peut mettre en place au quotidien en posant des actions et des attitudes non plus délétères mais fructueuses pour se sortir de nos peurs, angoisses et phobies finalement. Alors déjà là, la première chose à faire, c'est de réduire le nombre de croyances limitantes. Ça, c'est clair, d'une façon ou d'une autre, il faut changer notre façon de penser et déconstruire les croyances une par une. Et ça se fait au quotidien, à chaque seconde. Donc il ne faut pas se décourager, il faut rester patient et visualiser que petit à petit, on déconstruit pour reconstruire. Ensuite, évidemment, engager des actions qui permettent de réduire ce besoin de contrôler, de tout contrôler, d'être en contrôle par rapport à la situation, par rapport à tout ce qui arrive autour de cette situation. Et ça, c'est pareil, avec une prise de conscience. Dès l'instant où on s'observe en train d'essayer de contrôler, on prend du recul. Et c'est à partir de là qu'on peut se rendre compte. À partir du moment où on voit nos modes de fonctionnement, donc on devient conscient, c'est à partir de là qu'on peut agir dessus. Il faut déjà les accepter. Accepter qu'on est contrôlant, accepter qu'on a des croyances limitantes. Et ainsi, on pourra les transformer petit à petit, à force de les observer. Rien que de les observer, le travail se fait. Ça, c'est suffisant déjà pour commencer. Ensuite, petit à petit, on pourra transformer tout ça, bien entendu. Ensuite, il faut calmer les pensées néfastes, les réduire, les réorienter, les rediriger. Donc là, dès qu'on est observateur de nous-mêmes en ayant une pensée négative, eh bien, on la transforme en pensée positive. On prend le contre-pied tout de suite, on réoriente. On réoriente vers quelque chose qui va nous faire sortir de la peur. Ensuite, on essaie de penser de façon plus interne. Voilà, par exemple, je peux faire ça, j'ai les capacités, je peux y arriver, je l'ai déjà fait, je peux encore le faire. C'est pas une montagne à gravir, je peux le faire, je peux y arriver. Voilà, ça c'est très important. Un discours intérieur positif. Ce qui est intéressant aussi maintenant, après, c'est de vous mettre au défi justement. Fixez-vous un objectif réalisable et tentez d'y arriver, d'accéder le résultat. Ça, c'est très fructueux parce qu'on se confronte à l'expérience. Et l'expérience, il n'y a rien de mieux. Après, vous pouvez aussi analyser votre expérience. Vous notez sur un petit papier, vous posez des questions et vous notez les réponses. Alors, premièrement, qu'est-ce que j'ai réussi à accomplir? De quelle façon l'ai-je réussi? Un deuxième point, par exemple. Un troisième point, quelles ressources j'ai utilisées pour y arriver? Et enfin, comment pourrais-je utiliser ces ressources dans d'autres sphères de ma vie? Alors ensuite, il est important que vous mettiez votre anxiété sociale au défi finalement. L'image que vous pensez que l'on a de vous. Alors ce qu'il faut se rappeler, les amis, très important, l'anxiété sociale que vous ressentez, elle n'est pas réelle. C'est votre perception. Elle ne provient pas de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Elle provient de vous, de votre façon de vous dire que l'on vous perçoit de cette manière. C'est votre réalité, ce n'est pas forcément la réalité. C'est vous qui créez cette anxiété par la manière dont vous pensez et réagissez à la situation. Donc là, il vous faut revenir à un état réaliste où c'est vous qui créez cette anxiété parce que vous pensez qu'on pense. Vous voyez? Donc voilà, là c'est important de vraiment rediriger encore une fois les pensées, les façons de voir les choses. Il y a aussi une autre technique qui peut être intéressante justement pour essayer de désactiver la peur. Déjà dans un premier temps, vous détectez lorsque vous avez une pensée négative ou limitante. Voilà, dès que vous sentez que ça arrive, déjà
Première chose, vous la détectez. Ensuite, vous vous félicitez de l'avoir détectée. Ça, c'est important. Récompensez-vous. Ensuite, vous essayez d'y échapper. Voilà, vous faites autre chose, vous vous concentrez sur quelque chose de différent pour vraiment essayer d'échapper à ça. Ensuite, vous amendez cette pensée, c'est-à-dire que vous en créez une positive et génératrice de puissance. Vraiment pour vous mettre dans une dynamique créatrice et positive. Ensuite, vous la magnifiez, cette nouvelle pensée. Vous la rendez brillante, belle, grande, joyeuse, tout ce que vous voulez. Alors là, la méthode Coué a toute son importance aussi. Donc au lieu de passer son temps à imaginer ce qu'il se passerait si les choses tournaient mal, eh bien justement, au lieu de cela, visualisez votre victoire sur votre peur. Vous anticipez le succès. Et vous utilisez vos compétences pour y arriver. Imaginez les choses de la manière dont vous voudriez qu'elles arrivent. Alors ensuite, également, ce que vous pouvez faire, c'est briefer votre entourage finalement, les personnes qui vous sont proches. C'est important que vous leur disiez que lorsque vous essayez de contrôler une situation, qu'ils vous le fassent remarquer. Gentiment, poliment, mais voilà, qu'ils vous mettent le doigt dessus pour que vous puissiez corriger le tir. Ça, c'est important aussi. Ils ont toute leur importance dans cette histoire. Alors, si l'on reprend cet exemple de l'hémétophobie, donc les personnes qui ont peur de vomir, ce qui est important, c'est de comprendre entièrement que vous n'avez pas maintenant ni jamais eu peur d'être malade finalement. Vous savez quel est le problème? C'est que vous avez eu peur d'avoir peur. Vous avez eu peur des réactions que vous avez créées en lien avec le fait d'être malade. Finalement, il s'agit de transformer un processus que vous croyez externe et imprévisible, le fait de vomir par exemple, en quelque chose d'interne et gérable, c'est-à-dire vos réactions et vos pensées face au fait d'être malade. C'est ça qu'il faut modifier. En vous disant que vous êtes capable de le gérer. Tout ça, c'est des pensées répétées qui vont vous faire arriver au résultat. Aussi, une chose de très importante, on parle souvent d'acceptation, et là, ça a toute sa puissance. En fait, il s'agit d'apprendre à tolérer les sensations inconfortables. Et oui, parce que ça nous arrive en tout point, régulièrement. On est dans une situation qui ne nous plaît pas, et au lieu de la fuir, eh bien, justement, on s'y confronte. C'est l'idéal. Pour les émotions, notamment, c'est très important parce que ça évite qu'on les bloque et qu'après, on ait des problèmes physiques, justement. Parce que le corps nous parle sans arrêt. Les douleurs que nous avons dans le corps, ce n'est pas autre chose que le reflet de quelque chose qu'on a bloqué ou qu'on n'a pas conscientisé. C'est aussi simple que cela. On peut aussi tenir des propos qui vont nous encourager à dépasser la situation de peur. Par exemple, quelqu'un qui n'ose pas faire une excursion en bateau parce qu'il a peur de vomir sur le bateau, il peut se dire, bon ben, je vais quand même aller à cette excursion, je peux le tolérer. Il y a très peu de chances que je sois malade et puis, même si c'est le cas, ben, c'est pas grave. Tout simplement. Des petites phrases comme ça, toutes bêtes, mais à la longue, une fois qu'elles sont répétées, forcément, ça va modifier votre façon de percevoir. Alors ensuite, autre chose de très importante, c'est surveiller votre langage par rapport à la maladie. Surveillez-le. Les pensées que nous avons citées tout à l'heure, finalement, il faut en sortir. Les pensées néfastes, négatives, obsessives. Voilà, là, c'est important de faire attention aux mots que vous utilisez, que ce soit dans votre tête ou à voix haute, finalement. Donc, par exemple, au lieu de dire, allez, je vais prendre celui-ci, il est quand même assez fort, être malade est absolument affreux. Vous pouvez remplacer cette phrase par être malade est un peu désagréable. Autre exemple qui est assez fort et qui a toute sa signification. Je préférerais mourir plutôt que vomir. Vous pouvez remplacer par ce n'est pas agréable, mais je peux gérer le vomissement. Autre exemple. Être malade, c'est dégoûtant. Vous pouvez le remplacer par être malade, c'est une fonction corporelle utile qui peut me prémunir contre l'empoisonnement. Après, il est aussi important de prendre du recul par rapport aux situations, dédramatiser les choses. Ça, c'est en lien avec le perfectionnisme. Le tout, c'est d'apprendre à tolérer les sensations inconfortables de ne pas être parfait. Voilà, déjà, accepter ça. Tout le monde a des jours plus ou moins difficiles, finalement.
Donc après, l'idée, c'est de revenir sur le droit chemin le plus vite possible. Mais on en revient toujours à ce principe d'accepter et de tolérer finalement les choses pour pouvoir les transformer ensuite. Après, il est aussi important de mieux gérer votre pensée. L'hypervigilance, par exemple, c'est cette inquiétude constante qui fait que vous allez ruminer finalement et avoir des pensées catastrophistes. Donc là, il faut les stopper. Parce qu'en éliminant les petits soucis, il n'y en a pas de gros qui vont se créer derrière. À cette fin aussi, vous pouvez prendre le temps de vous relaxer, de réduire votre stress, de prendre un peu de temps chaque jour pour décompresser, passer un peu de temps à faire quelque chose d'agréable qui vous aide à déconnecter. Ça, c'est important. Là aussi, il est important d'arrêter de vous obséder, parce que ça ne vous aide pas. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous ruminez? Fuyez la situation dans laquelle vous êtes, qui vous fait peur, et concentrez votre pensée sur autre chose. Comme ça aussi, vous pourrez prévenir les obsessions futures. Prenez du recul. Ça vous aidera aussi à vous défaire des pensées paranoïaques. Il est aussi important, comme je le mentionnais tout à l'heure, de transformer les pensées négatives en pensées positives. Vous prenez le contre-pied de ce qui pose problème. Utilisez aussi votre imagination. Vous vous entraînez justement à visualiser des situations avant qu'elles arrivent. C'est-à-dire que vous créez la réalité avant que cela se passe. Voilà. Et vous pouvez l'utiliser le plus souvent possible. Parce que votre cerveau, il ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Donc, profitez-en. Créez, imaginez dans votre tête. Et vous verrez que vous vous déferez de ces pensées petit à petit. Alors ensuite, ce qui est important aussi, c'est que vous confrontiez la moindre pensée néfaste que vous avez. Révisez votre perception. Prenez du recul. Comme ça, vous aurez une évaluation plus réaliste de la situation. Voilà, en vous calmant et en créant un sentiment de pouvoir. Très important de se sentir puissant pour gérer tout ça. Ce qui est important aussi, c'est de se confronter et de réduire les comportements d'évitement et de recherche de sécurité. Ça n'aide pas, au contraire. Bien au contraire, ça renforce. Alors après, il ne faut pas oublier que les efforts doivent être constants et continus. Si vous redescendez d'une marche, c'est pas grave. Le tout est de continuer à monter au fil du temps, au fil des jours. Chaque jour, vous pouvez aussi faire une liste d'expériences positives que vous avez vécues, comment vous vous en êtes sorti. C'est vraiment pour ancrer la pensée dans une dynamique positive pour justement transformer ce négatif qui tourne en boucle et qui vous maintient dans ce cercle infernal. Autre chose aussi, vous pouvez éviter d'employer un langage médicalisé avec des termes vraiment techniques qui vont vous ramener à la médecine, donc aux peurs de la maladie, etc. Voyez. Par exemple, j'ai la gastro, alors que peut-être simplement votre corps se nettoie de quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec un virus. Vous voyez, il ne faut pas faire des raccourcis comme ça, évitez vraiment de faire des raccourcis. Vous pouvez également, chaque matin, au réveil, énoncer une phrase positive, un contexte dans lequel vous allez évoluer toute la journée, sous forme, oui, de mantra ou d'affirmations positives, ce que vous désirez, ce qui vous parle. En adoptant un langage positif et actif tout au long de la journée, bien sûr. Alors là, je reviens là-dessus. Vos proches doivent vous aider, justement. Au lieu de colluder et de vous encourager dans les comportements habituels, ils doivent justement vous mettre au défi et vous faire remarquer quand vous cherchez à contrôler. J'insiste, c'est important là aussi. Ils ne doivent pas être en connivence avec les anciens comportements. Ne pas vous encourager là-dedans. Alors, chose importante également, accepter de rencontrer parfois des blocages. Il y a des moments où c'est moins évident que d'autres. Et puis, on ne peut pas avoir une montée toujours linéaire dans les efforts, c'est pas possible. Il y a des fois où il faut accepter que à certains moments ce ne soit pas possible. Voilà, toujours rester dans l'acceptation de ce qui est. S'accorder un peu du lest. Être tolérant envers soi-même. Ce qui est important aussi, c'est d'être capable de s'adapter pour tolérer de nouvelles situations. Autre chose, moins vous allez obséder autour d'une chose, d'une peur, plus vous vous sentirez capable. Et donc là, vous pouvez vous exposer en vous voyant exécuter des actions correctement pour ancrer tout ça. Il est aussi très important de cesser de culpabiliser et de repousser sa responsabilité. Il faut se rappeler que c'est nous qui avons le contrôle et on avance. Encore une fois, c'est très important de ne pas se blâmer.
Voilà les amis, je pense avoir fait un grand tour du sujet, de la problématique. S'il y a besoin de dégrossir, on pourra y revenir un petit peu plus tard. Je pense que déjà là, il y a pas mal d'éléments qui peuvent éventuellement vous aider. Voilà, j'espère que cette petite causerie vous aura plu. Pour moi, en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous fournir ce type de contenu. Donc, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci pour tout.